Merci de nous recevoir chez vous pour le point de l'actualité. Dans un instant, les titres. Le Conseil supérieur de la communication a rendu public ce matin les résultats des deux groupes de travail. Le premier sur les menaces subies par les médias lors des manifestations anti-Charlie et le deuxième sur les autorisations d'exercice des services de radiodiffusion sonore privés et associatifs. Les scolaires de la capitale ont organisé ce matin une prière collective pour implorer la clémence d'Allah pour qu'il gratifie de notre pays de ses bienfaits. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le Conseil supérieur de la communication CSC a restitué aujourd'hui les conclusions des travaux de deux groupes de travail. Suivons d'abord les conclusions du groupe chargé de faire l'investigation des exactions subies par les médias et les journalistes lors des événements des 16, 17 et 18 janvier 2015. Le compte rendu avec Nafisa Adamou. Lors des manifestations du 16, 17 et 18 janvier dernier, des journalistes sur le terrain et certains organes de presse ont été victimes d'agressions policières et même des manifestants. Pour voir clair sur ces agressions, l'instance de régulation des médias du Niger, le Conseil supérieur de la communication CSC, a mis en place un groupe de travail qui a investigué pendant plusieurs semaines. Le groupe de travail a procédé à la lecture de 57 journaux parus entre le 12 et le 20 janvier 2015, le visionnage et l'écoute de 9 éléments audiovisuels diffusés les 16, 17 et 18 janvier 2015 par les médias publics et privés de la place, la lecture de 10 déclarations de presse relatives aux 10 événements et les journaux télévisés des médias publics et privés relatifs aux événements des 16, 17 et 18 janvier 2015. Le groupe de travail a visité 11 médias et recueilli les témoignages de 37 journalistes et chauffeurs, victimes directes ou collatérales des événements, et a également recueilli la version de la Direction générale de la police nationale et du haut commandant de la garde nationale du Niger par rapport aux dites exactions. Au terme de ces investigations, le groupe de travail du CSC a fait le constat suivant. Globalement, le groupe de travail relève que les exactions subies par l'écrasante majorité des journalistes, en dehors des cas spécifiques cités plus haut, sont beaucoup plus liées au fait que les forces de défense et de sécurité ont confondu journalistes et manifestants et du fait que les journalistes se plaçaient entre les forces de maintien de l'ordre et les manifestants. En conclusion, il ressort des investigations du groupe de travail que des médias et des journalistes ont subi des exactions de la part des forces de maintien de l'ordre dans certains cas au cours des événements des 17 et 18 janvier 2015 en violation des dispositions des articles 20, 78 et 79 de l'ordonnance 2010-35 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de presse, que des médias et des journalistes ont subi des exactions et dommages de la part des manifestants les 17 et 18 janvier 2015 en violation des articles 78 alinéa 1er, 79 de l'ordonnance 2010-35 du 4 juin 2010 cité ci-dessus et de l'article 389 du Code pénal. Une situation qui a conduit le groupe de travail à formuler des recommandations. À l'endroit du Conseil supérieur de la communication, d'initier une campagne de vulgarisation des avantages liés à la carte de presse de journalistes professionnels auprès des journalistes, des autorités publiques, des forces de défense et de sécurité et des citoyens. D'organiser des rencontres entre le CSC et les responsables des FDS sur les avantages que confère la carte de presse de journalistes professionnels. D'assurer la protection des journalistes lors des manifestations publiques conformément aux dispositions des textes en vigueur. À l'endroit des journalistes, le groupe de travail formule ses recommandations, c'est de se procurer de la carte de journaliste professionnel du Niger, de décliner leur identité auprès du responsable des éléments chargés du maintien de l'ordre en présentant leur carte de presse de journaliste professionnel du Niger, de ne pas se placer entre les manifestants et les forces de défense et de sécurité et de respecter les consignes données par les forces de défense et de sécurité. Dans le cadre de leur enquête, les membres du groupe de travail se sont rendus dans tous les organes de presse concernés. Restons toujours dans les locaux du Conseil supérieur de la communication pour suivre cette fois-ci la présentation du rapport du groupe de travail chargé d'accorder des autorisations d'exercice des services de radiodiffusion sonore privés et associatifs. Retrouvons Nafisa Adamou pour le compte rendu.
Il s'agit pour le groupe de travail chargé des autorisations d'exercice des services de radiodiffusion sonore privés et associatifs du Conseil supérieur de la communication CSC de faire une présentation synthétique du rapport du dit groupe. 57 demandes d'autorisation ont été étudiées et analysées. Au terme de l'analyse des dossiers, 50 dossiers de candidature ont été jugés recevables, dont 9 dossiers de radio privée, 2 dossiers de relais de radio privée, 1 dossier de relais de radio internationale, 35 dossiers de radio communautaire, dont 2 dossiers de prorogation d'autorisation provisoire et une demande d'autorisation définitive et de changement de promoteur. Au terme de l'analyse des dossiers, 7 dossiers restent non recevables, dont 5 dossiers de création de radio communautaire, 1 dossier de prorogation et 1 dossier de création de relais de radio privée. À l'issue des investigations, plusieurs recommandations ont été formulées. D'abord, inviter les promoteurs à se conformer au texte en vigueur sur le changement du promoteur. Puis, procéder à un avis d'appel d'offres pour l'octroi des fréquences au regard de la rareté des fréquences et de la forte demande de ces fréquences. Ainsi, les 57 dossiers réceptionnés par le groupe de travail sont repartis comme suit. 9 dossiers de demande de création de radio privée, 3 pour les relais de radio privée, 1 dossier pour une radio internationale, 40 demandes de radio communautaire, 3 dossiers pour la prorogation d'autorisation et 1 pour le changement de promoteur et la prorogation d'autorisation définitive. À l'appel du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, les scolaires de Niamey ont déserté ce matin les classes pour une prière collective qui a eu lieu dans les locaux du CG5. Objectif, implorer Allah le Tout-Puissant afin qu'il descende sa clémence sur notre pays. Le point avec Nasser Dantouf. Il s'agit à travers cette prière collective organisée par les scolaires de Niamey d'implorer la bonté d'Allah pour qu'il descende sa clémence ainsi que sa miséricorde sur l'ensemble du pays en proie à plusieurs maux, notamment la situation sécuritaire et l'épidémie de la méningite. Nous l'avons initié afin que tous les scolaires nigériens, l'ensemble des Nigériens sans exception, y participent afin que nous puissions tendre nos mains, tendre vers le bon Dieu pour qu'il aide notre pays dans ces moments difficiles, dans ces moments de maladies récurrentes, dans ces moments de crise où chaque jour que Dieu fait, dans la région de Difa, il y a nos parents qui décèdent avec aussi la méningite. Nous avons décidé encore de souhaiter ou de demander au bon Dieu afin que notre pays soit gratifié d'un hivernage fécond. Après l'exécution de 2 rakata, des invocations et une fatia ont marqué cette prière collective à laquelle les scolaires de différents établissements scolaires de la capitale ont pris part massivement. Notez que cette prière collective a été organisée sur toute l'étendue du territoire national. Pendant ce temps, les militants du syndicat national des agents contractuels de l'éducation de base observent depuis ce matin une grève de 48 heures, un débrayage pour exiger du gouvernement à satisfaire donc la plateforme revendicative du dit syndicat, à savoir le SINASEB. Le constat de cette première journée de grève du SINASEB avec Mamour Saleh. La situation de l'école nigérienne va de mal en pire. Ce jeudi encore, les classes sont restées fermées au niveau des établissements primaires à l'appel du syndicat national des agents contractuels de l'éducation de base. Le SINASEB demande aux autorités en charge de l'éducation de respecter ses engagements pris vis-à-vis des enseignants, notamment le paiement à terme échu des salaires des contractuels, le numéro matricule des enseignants recrutés à la fonction publique et la question du spécial A. Toutes les écoles où nous avons sillonné, nous avons trouvé l'ensemble de nos militants, les classes de l'ensemble de nos militants fermées. C'est pour dire que la grève est largement suivie, tant à Niamey et tant qu'à l'intérieur du pays, selon les échos que nous avons de nos camarades des autres régions. Donc, pour revenir un peu au niveau de la grève,
lorsque nous avons déposé le préavis, les autorités nous ont appelés en négociation. Mais très malheureusement, c'est des négociations qui n'étaient pas sincères. Nous avons exigé du gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les contractuels puissent enfin avoir leur pécule en même temps que les autres travailleurs. Et nous avons encore exigé du gouvernement la publication des matricules de 576 camarades qui sont sélectionnés, qui sont publiés sur la liste définitive de la promotion 2012-2013, qui jusque-là attendent leur matricule. Et malgré que ces camarades-là sont en train d'attendre leur numéro matricule, il y a une liste qui est sortie à la fonction publique directement avec des matricules. Nous avons considéré que c'est de l'injustice. On ne peut pas comprendre à ce qu'au moment où 500 et quelques camarades attendent leur matricule, qu'on recrute de manière directe, sans présélection ni sélection, avec directement des matricules. Nous avons donc exigé du gouvernement la publication sans délai des numéros matricules de ces camarades-là. Nous avons encore demandé au gouvernement d'accélérer le processus du recrutement de l'année 2014, parce que nous sommes déjà en 2015, le recrutement de l'année 2014 n'est pas encore finalisé. Nous avons encore le problème de la Caisse nationale. Nous avons encore le problème du spécial A. C'est un problème encore qui persiste, parce que jusque-là, nous avons plus de 600 et quelques camarades dont leurs salaires sont suspendus et que rien n'est fait par rapport à ça. Le SINASEB n'entend plus baisser les bras. Selon lui, la lutte va continuer jusqu'à satisfaction des points inscrits dans leur plateforme revendicative. La suite de ce journal, hier 13 mai, a été une journée dédiée à la femme nigérienne. Entre autres activités commémoratives, retenons cette conférence publique organisée par l'Association des professionnels africains de la communication APAC Niger. Au centre des échanges entre le conférencier et les participantes, le bilan de la mise en œuvre de la charte pour l'amélioration de l'image de la femme dans les médias. Le résumé de cette conférence avec Nasser Dantouf. Bilan de la mise en œuvre de la charte pour l'amélioration de l'image des femmes dans les médias au Niger, défis et perspectives, c'est le thème central de cette conférence publique. Un choix de thème motivé par un certain nombre de constats de l'Association des professionnels africaines de la communication APAC Niger, initiatrice de cette rencontre. Nous sommes donc partis d'un certain nombre de constats que sont la faible représentation des femmes dans les médias, malgré le nombre sans cesse croissant d'étudiantes formées à l'IFTIC. Le faible accès des femmes aux médias en termes de contenu et temps de parole, ce qui ne favorise pas la prise en compte de leurs préoccupations et de leurs aspirations. L'expertise et le témoignage des femmes sont rarement sollicités alors que les compétences existent dans tous les domaines. La persistance de préjugés, de clichés et de stéréotypes contribuant à dégrader et à dévaloriser la femme, surtout dans les pièces théâtrales et les publicités. L'interprétation erronée de la tradition et de la religion, qui prône pourtant des principes et des valeurs d'équité, d'égalité et de justice dans la société et qui reconnaissent les droits à la femme. Un dernier constat non moins important, c'est la mentalité conservatrice. Les hommes qui nourrissent encore des complexes de supériorité et les femmes qui manquent d'assurance, de combativité et qui sont souvent consentantes de leur sort. Le président du Conseil supérieur de la communication est revenu sur le rôle que jouent les médias dans le changement de comportement et le défi à relever. À l'endroit de celle-ci, je voudrais tout simplement ajouter qu'elles ont un double défi à relever. Le premier, c'est d'abord celui d'être femme dans le contexte de notre société. Et le deuxième, c'est celui d'être communicatrice. Elles ont un rôle important à jouer pour tous les changements que la société nigérienne souhaite amorcer et surtout pouvoir consolider en matière de respect des droits de la femme, en matière de respect de l'égalité de droits et de devoirs entre l'homme et la femme. Parce que ce changement de comportement appelle une très large sensibilisation. Il appelle des débats importants sur des questions de société et surtout des questions de fond.
Et à ce sujet, les femmes doivent aussi jouer leur rôle en tant qu'êtres humains d'abord, mais aussi en tant qu'êtres sociaux engagés dans ce processus de changement. Après la présentation du rapport sur l'image de la femme dans les médias, s'en est suivi enfin un échange entre participants et le conférencier. Restons toujours avec cette journée du 13 mai. Hier, les femmes de la société nigérienne des produits pétroliers, SONIDEP, ont remis un important don de vivres et de produits aux femmes fistuleuses du centre des fistuleuses de Niamey. Un geste salué par les responsables du dit centre. Le point avec Arieta Salah. Pour marquer leur solidarité aux femmes fistuleuses de la région de Niamey, les femmes de la SONIDEP ont remis au centre de la fistule un important lot de produits composés de détergents, des pagnes, des parfums et des vivres. Une manière aussi de fêter avec elle la journée dédiée aux femmes nigériennes. Un geste très significatif pour ces femmes fistuleuses, dira la directrice du centre. Après la remise du don, les femmes de la SONIDEP se sont retrouvées dans un cadre convivial pour la célébration de la journée. C'était une ambiance festive qui a marqué cette journée, sanctionnée par la remise d'un cadeau au directeur général de la SONIDEP pour lui témoigner toute leur reconnaissance. En recevant le cadeau, le directeur général de la SONIDEP, Idiango, a d'abord remercié les femmes avant de les encourager à persévérer dans leur travail. En visite de travail dans notre pays, le ministre espagnol de l'Intérieur, Jorge Fernandez Diaz, et son homologue nigérien, Massaoudou Hassoumi, ont signé hier soir une convention de coopération portant sur la lutte contre le terrorisme et les crimes organisés. D'autres précisions dans ce reportage de Michel Lige. C'est une visite, la première du genre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération existants entre les deux pays et d'ouverture d'une nouvelle coopération stratégique en matière de sécurité. Vous savez que l'Espagne est un pays qui a une riche expérience de lutte contre le terrorisme et contre le crime organisé. Et nous entendons développer la coopération en matière de sécurité entre le Niger et l'Espagne. Nous avons déjà une coopération importante, mais nous entendons lui donner un coup de fouet pour profiter au maximum de cette riche expérience de l'Espagne, qui est un État démocratique qui a triomphé du terrorisme. Et vous savez, pendant des décennies, l'Espagne était confrontée à un terrorisme terrible, et aujourd'hui, ils l'ont éradiqué. Et cela est une expérience dont nous devons profiter, et c'est pour ça que nous avons, avec l'Espagne, cette intention de coopérer ensemble pour lutter contre le crime organisé, contre les trafics d'êtres humains, contre le terrorisme. Une intention désormais matérialisée par la signature de cette convention, à travers laquelle les deux États s'engagent à partager leurs expériences dans la lutte contre le terrorisme et les crimes organisés. L'Espagne, il y a un terrorisme pendant plus de 40 années et l'État démocratique de droit espagnol a vaincu le terrorisme. Et je suis très remercié de l'accueil du gouvernement de Niger, particulièrement monsieur le ministre de l'Intérieur. C'est la première fois dans l'histoire du Niger et de l'Espagne que le ministre de l'Intérieur est officiellement à venir ici, à Niger. Et je suis très heureux de ser le premier ministre de l'Espagne qui visite officiellement cette invitation, pendant cette invitation de mon collègue, cher ami, Sa Excellence, le ministre de l'Intérieur de Niger. Il est à noter que cette convention est basée sur des formations et des échanges d'informations sur toutes les sortes de criminalités qui sont aujourd'hui à l'agenda international. Clôture cet après-midi au Palais Sport de Niamey de la deuxième rencontre de haut niveau sur la lutte contre la radicalisation au Sahel. Une rencontre qui a regroupé les États membres du G5 Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, est sanctionnée par une déclaration dite de Niamey.
D'autres précisions avec notre reporter Adam Ousmana. Après 3 jours de conclave entre experts, coordonnateurs nationaux de la plateforme et directeurs généraux de la sécurité des États membres du G5 Sahel, c'est au tour des ministres en charge de la sécurité des affaires religieuses de ces mêmes États de se retrouver dans le cadre de la rencontre de haut niveau sur la lutte contre la radicalisation au G5 Sahel. Une rencontre marquée par d'importantes allocutions, dont entre autres celle du secrétaire permanent du G5 Sahel, Najim El Hadj Mohamed, qui a fait une présentation sommaire de cette organisation et les objectifs à elle assignés, mais aussi et surtout les interventions des ministres des États membres du G5, des représentants des organismes régionaux et internationaux, ainsi que des ministres des pays invités qui ont rassuré les États du G5 Sahel de leur appui indéfectible dans ce noble combat. Plus que jamais, la communauté internationale doit se montrer soudée dans la lutte contre le terrorisme. Ce dernier n'a pas de frontières et nous concerne tous. C'est hélas le premier enseignement que l'on peut tirer de la triste litanie des attentats qui ont depuis quelques mois endeuillé nos pays. Peu après cette cérémonie inaugurale, les ministres et autres experts se sont retranchés dans la salle de commission numéro 5 pour les travaux à huis clos et la clôture de ce grand rendez-vous. Une rencontre sanctionnée par une déclaration dite de Niamey. Mettre en place, au sein du secrétariat permanent du G5 Sahel, une cellule régionale de prévention de la radicalisation. Sensibiliser les populations sur les dangers de la radicalisation. Contrôler les flux financiers susceptibles d'animer la radicalisation. Mettre en place des mécanismes régionaux d'analyse contextuelle et d'alerte précoce. Mettre en place des cadres de dialogue culturel et religieux. Promouvoir la tolérance, la paix et la stabilité par le dialogue inter- et intra-religieux. Encadrer et formaliser l'éducation confessionnelle et promouvoir son intégration dans le système éducatif des États du Sahel. Développer des opportunités d'insertion socio-économique en faveur des jeunes à risque en vue de prévenir leur radicalisation. Contrer les discours extrémistes destinés aux groupes à risque en mettant à profit les médias, les réseaux sociaux et les prêches. Renforcer la capacité des institutions judiciaires et carcérales dans la prévention et la lutte contre la radicalisation et mettre en place les procédures de déradicalisation. Promouvoir la protection des valeurs civiques et socioculturelles comme moyen de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Renforcer les capacités des leaders religieux dans la lutte contre la radicalisation et en faveur de la déradicalisation. Créer ou renforcer des cadres d'échange de bonnes pratiques, d'où qu'elles viennent en matière de lutte contre la radicalisation entre les pays du G5 Sahel. Renforcer le rôle des organes de régulation des médias dans la lutte contre la radicalisation et en faveur de la déradicalisation. Promouvoir la participation des hommes, des femmes et de la société civile dans la prévention de la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Renforcer et harmoniser les cadres juridiques et relatifs à la lutte contre la radicalisation dans la région du Sahel. Procédant à la clôture officielle de ces conclaves, le ministre nigérien de l'Intérieur n'a pas manqué de louer la réussite de cette rencontre. Je pense qu'un pas de plus a été franchi dans la construction de cet espace sur le plan de la sécurité. Nous apprécions beaucoup la contribution de nos partenaires techniques et financiers, nos partenaires de toujours, je pense à la France, à l'Union européenne, on a au système des Nations Unies. Je pense aussi à l'Espagne qui a déjà des coopérations avec certains bilatérales avec certains de nos pays et qui va développer cette coopération en matière sécuritaire avec aussi les autres pays. Et globalement, nous pouvons dire que cette conférence a été un succès. S'en est suivi une conférence de presse au cours de laquelle les hommes des médias ont posé des questions pertinentes et ont eu droit à des réponses claires de la part des organisateurs de ces assises. A noter que la prochaine rencontre de haut niveau est prévue se tenir dans les mois à venir à N'Djamena, au Tchad.
Un mot de littérature dans ce journal. Le journaliste écrivain nigérien basé à Paris, Sidi Kaba, a publié un nouvel ouvrage, Boubacar Ba, un Nigérien au destin exceptionnel. Boubacar Ba est en effet le premier recteur du centre d'enseignement supérieur actuel de l'université Abdoumouni Diofo de Niamey. Les raisons de cette publication avec l'auteur, donc Sidi Kaba, joint au téléphone par Hassan Salim Safa. Pour parler de Boubacar Ba, c'est assez délicat parce qu'il a eu un très brillant parcours. Il a été le premier Africain à entrer à l'école normale supérieure de la rue Gull ici à Paris. Il en est sorti avec une agrégation de mathématiques. Il a enseigné pendant 28 ans les mathématiques au Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en France, à Madagascar, où il a fondé l'Institut de recherche en mathématiques. C'est dire que c'est un brillant personnage. C'est un des intellectuels nigériens les plus illustres avec Abdoumouni Diofo, Tandiko Dankolodos. Boubacar Ba a eu pour étudiant un de ses premiers étudiants, le président Mamadou Issoufou, qui dirige aujourd'hui le Niger, a eu parmi ses étudiants le ministre de l'énergie, Foumokoy Gado, a eu Anouseni parmi ses étudiants, a eu Akreba qui a travaillé au plan pendant très longtemps parmi ses étudiants. C'est dire que toute cette génération, ces premiers scientifiques nigériens qui aujourd'hui font la fierté de notre pays, ont eu pour professeur Boubacar Ba, il en a gardé un excellent souvenir. Je cite aussi parmi ceux qui ont dit Abdoulaye Adam, qui a été directeur général de l'INRA et qui est aujourd'hui au service de la Banque africaine de développement. C'est dire que Boubacar Ba a formé l'illustre nigérien et il était de mon point de vue important de lui rendre hommage à travers cet ouvrage parce que beaucoup de Nigériens ne connaissent pas Boubacar Ba. Moi-même je l'ai connu ici en France lors de mon passage et j'ai estimé qu'il était bon de le connaître. C'est dire que les affaires du Niger m'intéressent beaucoup. Contrairement à ce qui a pu être écrit ou rapporté à Niamey par une officine de communication parisienne, moi je suis investi dans la défense des intérêts du Niger, dans la promotion du Niger. Je me sens comme un ambassadeur du Niger et je défends les intérêts du Niger là où je suis. Pourquoi vous dites ça, un Nigérien au destin exceptionnel? Il a été un des rares Africains à être pensionnaire au lycée Hoche près de Paris. Ensuite, il a fait le prestigieux lycée parisien qu'on appelle le lycée Louis-le-Grand, où des gens comme Aimé Césaire ont été formés. Donc, il a eu ce parcours brillant. Il a été aux États-Unis à Princeton. Il a fait des études de mathématiques à Princeton. Boubacar Ba a enseigné les mathématiques ici en France, à l'université de Rennes. C'est un parcours très rare, à la fois comme Nigérien, à la fois comme Africain. Si vous lisez le livre qui lui est consacré, cet ouvrage de 107 pages paru aux éditions L'Harmattan, avec beaucoup d'illustrations, avec beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup d'illustrations qui prouvent et qui illustrent le parcours exceptionnel de M. Boubacar Ba, l'ancien recteur de l'université. L'intérêt de cet ouvrage, c'est qu'il n'est pas simplement la biographie de Boubacar Ba. Il y a une partie biographie qui présente Boubacar Ba, son parcours, sa trajectoire, mais il y a aussi des questions de fond qui sont abordées par Boubacar Ba. Je pense par exemple à l'état post-colonial en Afrique. Il parle des frontières de nos États, comment elles ont été dessinées. Il parle de cette question de la problématique de l'État colonial en Afrique qui n'est pas encore réglée avec ce que l'on voit au Soudan et au Soudan du Sud. Il parle aussi de la situation actuelle des universités africaines. Il parle aussi des relations entre la France et le Niger autour de la question de l'uranium. Depuis Paris, est-ce que vous suivez de près ce qui se passe ici au Niger, notamment sur la situation sécuritaire? D'abord, je suis dans la situation globale du Niger en tant qu'analyste. Je continue à suivre l'actualité africaine et l'actualité du Niger particulièrement m'intéresse parce que moi je suis un patriote nigérien. Et je pense qu'il est tout à fait normal que dans un premier temps il y ait une réponse sécuritaire. C'est que les dispositions qui sont prises sur le plan de la sécurité, le renforcement des effectifs des forces de défense et de sécurité, il faudra envisager aussi des réponses en termes de développement. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de jeunes de la région, certains jeunes que je connais de la ville de Lika, ont été embarqués. C'est aussi l'absence de perspectives d'emploi, l'absence de perspectives de développement qui peuvent générer ce type. Donc, à moyen terme, il faudra, en tout cas, lorsqu'on aura fini d'apporter la réponse sécuritaire, prendre à bras le corps la question du développement. L'autre aspect qui me paraît important dans cette solution, c'est un combat qui ne peut pas se donner tout de suite. Et de mon point de vue, il faudra aussi associer les populations locales, continuer à discuter avec elles, voir quelles sont les solutions qui peuvent être trouvées. Voilà, c'était là le journaliste écrivain nigérien basé à Paris, Sidi Kaba, qui a publié Boubacar, un nouvel ouvrage donc intitulé Boubacar Ba, un Nigérien au destin exceptionnel.
Parlons santé, la communauté internationale célèbre ce jeudi 14 mai la journée mondiale de l'hypertension artérielle, une journée déclarée depuis mai 2005 par la Ligue mondiale contre l'hypertension qui vise une prise de conscience sur cette maladie dont souffre un adulte sur 3 et qui constitue un des principaux facteurs de risque de décès dans notre pays. D'autres précisions, d'autres explications plutôt avec Dr Elias Idi Mensara, il est médecin. L'hypertension artérielle, d'abord c'est une maladie cardiovasculaire. C'est une maladie caractérisée par une augmentation de la pression du sang ou de la vitesse du sang dans les vaisseaux. C'est quand la vitesse avec laquelle le sang circule dans les vaisseaux, surtout les artères, augmente. Normalement, cette vitesse ne doit pas dépasser 14,9. La limite, c'est 14,9 ou 140,90. C'est comme le véhicule. Si on dit ce véhicule-là doit courir à 220, s'il atteint et les 220, il fait faire un accident. C'est la même chose, l'hypertension artérielle. Quand la vitesse est supérieure à la vitesse normale, la personne est exposée à des conséquences sur tous les organes nobles de l'organisme. Quand elle s'installe et qu'elle est confirmée chez un individu, elle doit prendre son traitement jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'on constate ce qui est l'un des grands facteurs qui est à la base des conséquences dont vous venez de vouloir qu'on parle, c'est l'arrêt du traitement ou le non-respect de l'observance du traitement. Et beaucoup de gens aujourd'hui, la plupart ne respectent pas le traitement, la plupart ne respectent pas leurs règles hygiéno-diététiques, et c'est ce qui explique les conséquences. Les principales conséquences de l'hypertension artérielle, d'abord, c'est sur les yeux. Elle détruit les yeux et elle entraîne la perte de la vision. L'autre conséquence, c'est sur le cerveau. En cas de pression élevée, et si la personne vraiment ne prenne pas des dispositifs ou ne prenne pas régulièrement ces produits, ils peuvent s'éclater et il fait un AVC. Et c'est ça qu'on appelle accident vasculo-cérébral. L'autre conséquence, c'est sur le cœur lui-même. Puisque le corps aussi se nourrit du sang qu'il tire de l'organisme et qui revient à travers ce qu'on appelle les artères coronaires. En cas d'hypertension artérielle, le cœur relâche et les artères coronaires ne sont plus irriguées et la personne peut faire un infarctus ou en tout cas elle peut entraîner une défaillance cardiaque. L'autre conséquence, c'est sur les reins. Au niveau des reins, l'augmentation permanente de la pression artérielle peut altérer la fonction rénale. Donc vous voyez sur les 4 organes nobles de l'organisme, le cœur, le cerveau, les yeux, les reins. Tout ça, si le traitement n'est pas régulier. Et vraiment, les principaux conseils, une fois qu'on détecte l'hypertension chez un individu, la première des choses, elle doit se faire consulter de façon régulière. Ne serait-ce qu'une fois par mois, elle doit venir faire le contrôle. Elle doit observer un régime hygiéno-diététique strict. Elle doit arrêter les aromages. Elle doit diminuer le sel. Avant, on faisait le régime complètement non salé. Aujourd'hui, c'est le régime hyposodé. Il ne faut pas prendre beaucoup de sel. Il ne faut pas prendre beaucoup de graisse. Il ne faut pas prendre beaucoup d'aliments riches en cholestérol. Il faut faire le sport. Il faut éviter la sédentarité. Tout ça là, c'est des précautions qu'il faut prendre si on veut réduire la mortalité et la morbidité liée à l'hypertension artérielle. Du sport, pour clôturer cette édition d'information, le nouvel entraîneur du MENA national est connu depuis 48 heures. Il s'appelle François Zawi et l'Ivoirien aura pour tâche principale de qualifier le MENA national à la CAN Gabon 2017. Après des discussions sans accord avec le ministère de la Jeunesse et des Sports sur le choix de l'entraîneur local ou expatrié, la Fédération nigérienne de football a finalement porté son choix sur l'Ivoirien François Zawi. Une décision de l'instance nationale dont l'on ignore pour l'instant les contours du contrat avec François Zawi. Tout ce que l'on sait, la FENIFOOT a pisté plusieurs techniciens expatriés, au total 24 prétendants sur la liste. Mais selon nos sources, l'objectif principal demandé à Zawi est de qualifier le MENA national du Niger à la CAN 2017 au Gabon. En attendant son arrivée sur le sol nigérien, annoncée pour bientôt car l'échéance s'approche, les amateurs du ballon rond s'interrogent sur la position du ministère des Sports censé entériner le choix de François Zawi. La FENIFOOT, faut-il le rappeler, est favorable au choix d'un entraîneur expatrié
alors que le ministère des Sports aurait affirmé être contre l'option de la FENIFOOT pour des raisons financières. L'un de l'autre, le choix de François Zawi doit être unanime pour commencer le chantier de la préparation du MENA dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2017. Dans un mois, c'est-à-dire le 14 juin prochain, le Niger accueillera la Namibie au stade général Sénikounché de Niamey. Face au retard accusé dans la préparation, Zawi, qui sera assisté par Cheikh Omar Diabaté, aura du pain sur la planche pour construire une équipe du MENA capable de se qualifier à une troisième CAN face à des adversaires comme le Sénégal, la Namibie et le Burundi. Fin de cette édition d'information entièrement consacrée à l'actualité nationale. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.